Conakry, 19 mars 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Première grande réunion du comité interministériel de lutte contre le coronavirus. L'examen du plan national d'alerte et de riposte à la pandémie a dominé le débat. Un spécialiste en épidémiologie est notre invité de ce soir. Les acteurs de la filière Fonio se concertent à la baie. Il s'agit de mieux organiser les producteurs en vue d'accroître leur rendement. La culture du Fonio est très soutenue par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Au sommaire encore, justice avec l'ouverture à Guékédou des audiences foraines criminelles. Au total, 6 affaires de meurtre, d'assassinat et de viol sont portées devant le tribunal. Mesdames et messieurs, et bonsoir. Ce journal s'ouvre sur ces directives du chef de l'État, professeur Alpha Condé, sur les mesures de renforcement de la gestion du coronavirus Covid-19 en Guinée. L'analyse de la situation de la pandémie de coronavirus Covid-19 montre que la Guinée est au stade 1, 2 cas isolés. Au vu de cette réalité, le gouvernement prend les mesures ci-après qui entrent en vigueur le 21 mars 2020, 23h59. A. Transport aérien. Les vols commerciaux avec les pays touchés par la pandémie de coronavirus Covid-19 au seuil de plus de 30 cas sont suspendus pour 30 jours à compter du 21 mars 2020 à 23h59, exception faite pour les vols cargo et les vols humanitaires. Le ministère de la Santé et l'OMS se chargeront d'actualiser régulièrement et de diffuser la liste des 10 pays. Les ambassades et consulats de la Guinée à travers le monde doivent suspendre la délivrance des visas pour les voyageurs en provenance de ces pays pendant la période de 30 jours à compter du 21 mars 2020. La diaspora guinéenne est invitée à s'abstenir de tout déplacement vers la Guinée pendant cette même période. Les mouvements des personnes vers ou en provenance des pays touchés sont suspendus, y compris les missions officielles. Transport terrestre et maritime. Les dispositifs de contrôle sanitaire de tous les points d'entrée à haut risque frontaliers avec les pays touchés doivent être réactivés par les départements ministériels en charge du contrôle sanitaire en collaboration avec les partenaires impliqués dans la riposte. Lieux publics et de culte. Les services sanitaires sont appelés à renforcer les mesures de barrières sanitaires, dispositifs de lavage des mains dans les marchés, les lieux de culte et autres lieux de rassemblement. Il est demandé au ministère de la Santé et ses partenaires à entreprendre les activités de sensibilisation dans tous les lieux publics et de grands regroupements. Aucun regroupement ne sera autorisé sans prise de mesures d'hygiène collective et individuelle au préalable dans les localités touchées à date Conakry. Les contacts sociaux, poignées de main, accolades, est à éviter pendant cette période. Ces mesures viennent renforcer de celles d'hygiène individuelle, lavage des mains, tousser ou éternuer dans le coude et de limitation du nombre de personnes pour les regroupements essentiels. Ces mesures seront revues et adaptées selon l'évolution de la situation épidémiologique du pays, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Les membres du comité interministériel de lutte contre le coronavirus se sont concertés ce jeudi à Conakry. Il a été question d'examiner le plan national d'alerte et de riposte à la pandémie Covid-19 et de définir de nouvelles stratégies de mobilisation des ressources financières. Adiatou Paris fait le point. Au sein du comité interministériel de lutte contre l'épidémie de coronavirus, une douzaine de départements de l'administration publique sont en synergie. Au cœur des priorités, la mobilisation des ressources financières pour soutenir le plan national de riposte. 2 acteurs clés sont déjà identifiés. C'est les ressources intérieures propres à la Guinée que nous pouvons utiliser dans le cadre de la lutte contre cette épidémie.
Le deuxième aspect, c'est le recours au financement extérieur et monter des projets bancables que nous pouvons présenter à la Banque mondiale afin de nous aider à mettre en place les infrastructures nécessaires pour la lutte. Avec 2 cas confirmés, la riposte au Covid-19 devient multisectorielle. Les membres du comité interministériel harmonisent les approches pour rompre au plus vite la chaîne de transmission de la pathologie dans le pays. À ce niveau, la communication est l'autre élément clé de la riposte. Il faudrait que le ministère de la Santé et ses agences et le ministère de la Communication travaillent de concert pour non seulement l'élaboration de messages efficaces et pertinents, mais aussi pour la stratégie qui va permettre de communiquer auprès de l'audience nationale afin d'avoir un impact sur les populations à la base et permettre d'endiguer vraiment la progression de cette maladie. Nous voulons aujourd'hui faire passer des messages structurés, des messages dans nos langues nationales et en utilisant les différents canaux de communication. Nous avons discuté de tous ces aspects avec le ministre de la Communication qui a pris l'engagement de mettre à disposition tous les moyens nécessaires pour que ces communications se fassent dans les règles de l'art. Conformément aux directives du président de la République, ce comité interministériel est appelé à se prononcer sur des points jugés très stratégiques. Il s'agit par exemple de la fermeture des frontières terrestres et aériennes selon les zones à risque épidémique. Au niveau du ministère du Commerce, des mesures urgentes sont prises pour approvisionner les marchés en denrées de large consommation. Le ministre et son équipe technique se sont rendus ce matin au port autonome de Conakry pour vérifier la quantité du stock. Une manière de s'assurer de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour éviter toute pénurie. Falidou Dia, le reportage. Au moment où l'économie mondiale est frappée de plein fouet par la crise liée au coronavirus, le ministère du Commerce se prépare pour faire face à cette pandémie. Déjà, les mesures sont prises par le département pour approvisionner le marché local en produits de large consommation. Ici, au port autonome de Conakry, les grands dépôts sont bien achalandés et les autorités sont rassurées de la disponibilité des produits alimentaires. En termes de riz, je crois que nous avons pour 3 mois de stock présent sur le territoire. Nous avons 3 bateaux qui sont attendus le mois prochain, ce qui va passer le stock global à 75 000 tonnes pratiquement. Et quand on prend la consommation moyenne qui est l'ordre de 25 000 tonnes par mois pour Conakry et l'intérieur du pays, donc ça fait à peu près 5 mois de sécurité. Bon, vous avez vu également le sucre en cours de débarquement, vous avez vu les oignons. Là nous sommes, vous avez vu l'unité d'emballage et d'empotage d'huile. Là nous sommes sur le chantier de construction de la raffinerie d'huile que le promoteur est en train de mettre en place pour encore améliorer la qualité du produit qui va être mis sur le marché guinéen. Du côté des industriels, le même engagement est pris pour éviter toute pénurie. Les capacités de gestion de la crise sanitaire sont estimées à plus de 6 mois. Pendant 6 mois, le stock que vous avez vu tout à l'heure dans les différents endroits, et plus les bateaux qui sont en route, pendant 6 mois, l'huile, riz, oignons, ni augmentation de prix, ni coupure de quantité. Donc tout ce qui font la panique, qu'il arrête, il n'y aura pas ni spéculation, ni augmentation de prix, ni manque. Et d'ici que les 6 mois finis, comme monsieur le ministre vous a dit, ça va trouver que peut-être Dieu nous a déplacé sur cette corona ou des maladies. Ainsi, la Guinée prend des mesures pour éviter toute rupture au niveau de son système d'approvisionnement. Autorités, acteurs évoluant dans le secteur sont ainsi déterminés à alléger le panier de la ménagère en cette période de crise sanitaire. Et puis, en plus bref, la lutte contre le coronavirus, le combat s'intensifie et l'élan de solidarité se manifeste. Ce jeudi, plusieurs départements ministériels ont bénéficié des kits sanitaires, un geste de Lions Club International pour renforcer les moyens de prévention. Dans le même registre, le Rotary Club de Conakry offre du matériel sanitaire et des kits d'hygiène à l'hôpital Niasdine. Le directeur de cette structure de santé, Dr Awada, apprécie le geste. Réunion d'urgence au gouvernorat de Conakry. Le président
président du conseil de ville rencontre les élus à la base. Objectif, renforcer les règles d'hygiène pour éviter la propagation du coronavirus. Ils ont évoqué également les mesures de sécurité envisagées pendant le scrutin législatif et référendaire du dimanche. Moussa Bangoura, reportage. En quelques jours, les Guinéens seront aux urnes. Suite à la déclaration du commandant de l'UCEL et celle du ministre de l'administration du territoire sur la sécurisation des élections et la préservation de la quiétude sociale, le président du conseil de ville échange avec les maires et l'ensemble des chefs de quartier de la capitale. Il était question d'expliquer à ces élus la portée de ces élections et leur rôle dans le maintien d'un climat électoral apaisé. Les élections, c'est pour dimanche. Nous nous sommes dit qu'il était opportun que nous appelons les chefs de quartier et les maires pour qu'on ait cet entretien, qu'on parle de coronavirus, mais aussi qu'on parle de ces élections qui doivent se tenir dimanche. Quelles sont les dispositions à prendre? Parce que ces élections doivent se tenir dans les quartiers de Conakry. Dans les quartiers de Conakry. Donc les premiers concernés de ces élections, c'est bien les chefs de quartier qui doivent recevoir les kits électoraux. Donc voilà pourquoi nous les avons appelés. Nous avons aussi les services régionaux de la sécurité, auxquels services nous avons demandé de se mettre en rapport avec ces chefs de quartier, avec les maires, pour que les élections soient sécurisées. Conseillers communaux et élus se sont montrés disposés à jouer leur partition dans l'organisation des consultations dans la paix. Ça a été une très bonne chose. C'est ajouter le miel dans le miel. C'est-à-dire donner des conseils, de bons conseils à ceux-là qui méritent. C'est une excellente chose. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre par rapport à ça. Donc les mêmes conseils ont été donnés. Je lui ai fait comprendre qu'il comprendra que c'est tombé dans de bonnes oreilles parce qu'on fera de cela un bon usage. Les élections se passent dans les quartiers et les chefs de quartier sont plus concernés parce que les élections se passent dans les quartiers, dans les secteurs et dans les carrés. Donc nous aussi nous avons demandé que nous soyons plus sécurisés d'avant, pendant et après. Il est l'autorité primaire de la ville de Conakry. Nous ne ferons que exécuter ces recommandations par la sensibilisation des populations. Ceux-là qui veulent aller, y partent. Ceux-là qui ne veulent pas aller se retiennent jusqu'à la fin de l'activité. Parlant du Covid-19, des conseils pratiques ont été livrés pour éviter d'éventuels cas de contamination. Également de respecter les règles d'hygiène élémentaires pour empêcher la propagation de la pandémie en Guinée. Et puis ce communiqué du ministère de la Santé avant de recevoir notre invité de ce soir. Déclaration du ministère de la Santé à travers l'ANSS sur les résultats d'analyse du cas suspect de coronavirus détecté le 18 mars 2020 et en provenance de la France. Le mercredi 18 mars 2020, un citoyen de nationalité guinéenne âgé de 42 ans a été suspecté au coronavirus par l'équipe de contrôle sanitaire basée à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Suite aux analyses de l'Institut national de santé publique et de l'Institut Pasteur de Guinée, ces tests de laboratoire se sont révélés négatifs au Covid-19. En conséquence, il a été classé non-cas. Une notification de non-cas a été envoyée au bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Par contre, le ministère de la Santé, à travers l'ANSS, précise que le patient reste en contact et sera suivi pendant une durée de 14 jours. Et pendant ce temps, il reste confiné à domicile avec une prise de température quotidienne signée Dr Sakouba Keita. Sur ce plateau, à propos justement de la propagation de la pandémie Covid-19, nous recevons sur ce plateau le chef de service des maladies infectieuses du centre épidémiologique de Nongo. Professeur Mamadou Salioussou, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. À ce jour, 2 cas confirmés de coronavirus sont hospitalisés dans votre centre. Comment se portent-ils ? Merci beaucoup de m'avoir invité. Comme il n'y a pas d'éléments nouveaux sur ces 2 cas, comme vous avez suivi depuis hier, ces 2 cas se portent bien.
Pas de soucis? Non, pas de particularité. Comment se fait le traitement médical des patients testés positifs de coronavirus dans votre centre? Alors, le traitement des patients, d'abord, il faut savoir que le traitement, il est multidisciplinaire. Autrement dit, il y a beaucoup de personnes qui peuvent intervenir en fonction du cas. Et dans ça, nous avons des infectiologues qui peuvent participer. Nous avons, selon la sévérité, les réanimateurs et puis les pneumologues. Et nous avons aussi d'autres acteurs tels que les psychologues, etc., en fonction du cas. Donc, le traitement de ces patients, c'est un traitement pour le moment symptomatique. Autrement dit, s'il y a des signes tels que les maux de tête, tels que la fièvre, on essaie de traiter en fonction du cas, en fonction des signes. Docteur, justement, en termes de traitement médical de Covid-19, des spéculations font état de la chloroquine. Que répondez-vous? Oui, il y a eu des études qui ont été faites, des études qui sont un peu limitées puisque ce ne sont pas des études randomisées. Et nous avons vu des études qui ont été faites à Marseille. Et donc vous avez vu certainement l'un des professeurs de l'infectiologie, Didier Raoult, qui a parlé de la chloroquine. Donc c'est des plaquenils, c'est le non commercial, à raison de 200 mg 3 fois par jour, pendant 20 jours, et pour les formes simples. Et puis s'il y a des formes sévères, autrement dit des personnes qui ont d'autres signes de sévérité, tels qu'une détresse respiratoire. Et pour ces personnes-là, selon cet article qui a été publié, il y a la chloroquine associée à l'azithromycine qui est un antibiotique. Mais encore une fois, c'est des études qui sont un peu limitées puisqu'elles sont faites sur un nombre limite. Mais en plus, c'est des études qui n'ont pas été randomisées. Autrement dit, pour faire des études qui ont des preuves scientifiques très élevées, il faut que les études soient randomisées. Autrement dit, qu'il y ait 2 groupes de personnes et que chaque groupe, on donne un traitement sans qu'ils ne sachent quel est le traitement qu'ils prennent. Et puis après, on évalue ce traitement-là. Ça n'a pas été le cas pour cette étude. Docteur, professeur, j'allais dire, est-ce que la consommation de l'ail, du gingembre, moi-même j'en consomme de temps en temps, peut permettre d'éviter la contamination du virus? Alors, il y a beaucoup de spéculations autour de tout ça. Je ne peux rien dire à propos. Alors, moi, je me prononce sur des choses qui ont fait une preuve scientifique. Le gingembre et puis tout ce qui est le gingembre, voilà, plus l'ail, c'est ça? L'ail, oui, mais on nous encourage à en consommer. Là, non, je ne peux rien dire puisque je n'ai pas de preuves scientifiques sur tout ça. Les objets touchés, par exemple, par des personnes atteintes de la maladie, peuvent-ils transmettre le virus? Oui, la transmission, elle est directe à travers les gouttelettes. Autrement dit, une personne qui est malade, qui arrive à parler ou à tousser et qui est proche d'une personne non malade. Et donc, cette personne non malade peut être infectée à travers les gouttelettes. Et il y a d'autres voies de transmission aussi. Lorsque vous avez des objets qui sont souillés, vous avez l'environnement du patient qui est infecté. Et lorsque la personne arrive à toucher ces objets et que à partir des doigts, elle arrive à inoculer ou à toucher les yeux, les conjonctives si vous voulez, les yeux, la bouche, etc. Et il peut être infecté à travers ça. Est-ce que la climatisation peut accélérer la propagation du virus? La climatisation, il n'y a pas d'étude que moi j'ai reçue en tant que telle. On sait que le virus, comme d'ailleurs tous les virus, c'est un virus qui est sensible à la chaleur, ça c'est sûr. À partir de 56 degrés, selon les études que j'ai reçues, que j'ai vues, 56 degrés, 60 degrés, c'est des virus qui sont détruits. Mais on sait aussi que l'organisme humain ne peut pas résister à une température aussi élevée. Et donc la climatisation, il y a
si, en tout cas le ventilateur par exemple, qui favorise l'air, ça peut véhiculer les particules virales si l'air est contaminé. Ça c'est possible. Mais la climatisation, je ne pense pas. Professeur Sow, est-ce que vous avez des conseils à donner? Oui, les conseils à donner, c'est que d'abord, il faut que tout le monde sache que c'est une maladie réelle. C'est une maladie émergente, puisque vous avez vu, elle a été découverte tout récemment. Et c'est une maladie grave. Et cette gravité est liée aussi par la facilité à laquelle elle peut se transmettre d'une personne à une autre, à travers les gouttelettes, à travers l'air, mais aussi à travers les objets qui sont souillés, à travers les selles, voilà. Donc, mais c'est aussi une maladie qui peut tuer, donc qui entraîne une létalité aussi élevée, même si cette létalité n'est pas, elle est moins élevée que pour d'autres pathologies telles que la maladie à virus Ebola. Professeur Sow, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Autre chose au plan national, suite à la décision du ministère en charge de la culture suspendant toutes les manifestations culturelles de grande affluence, le comité d'organisation des 72 heures de livre et de la Biennale africaine du livre, RILAC, décide du report de la 12e édition du Salon du livre de Conakry prévu du 12 au 25 avril prochain. À présent, nous partons à Moyenne-Guinée pour parler de la filière fonio. Elle est l'une des plus importantes de la production nationale après le riz, mais dans la région, les producteurs ne se sont suffisamment pas impliqués dans les politiques de production. Une rencontre vient de se tenir pour aboutir à une meilleure organisation des producteurs. Safoudine Diallo, Mamadou Alpha Baldi. Dans le Fouta, la culture du fonio franchit une nouvelle étape. La région représente environ 70% de la production nationale. Pour assurer un développement inclusif de la filière, une large concertation des acteurs du secteur est organisée. Il s'agit d'impliquer davantage les groupements et autres coopératives de production dans l'élaboration et la validation des politiques visant l'amélioration de la production du fonio et son accroissement, principalement soutenu par le président de la République. C'est un aliment médicament, donc c'est très prisé. Surtout, c'est un aliment qui est beaucoup consommé par les diabétiques. Et ensuite, pourquoi? Pour la simple raison qu'il contient un certain nombre d'acides aminés essentiels. Non seulement la méthionine, mais d'autres acides aminés qui sécrètent, qui favorisent la sécrétion de l'insuline. Il s'agit de la valine, de l'isoleucine et de la leucine. Actuellement, on peut dire qu'on a un document diagnostique qui prend en compte tous les aspects au niveau de la production, au niveau de la transformation et au niveau de la commercialisation et pour toute la région. Et à l'issue de ce diagnostic, il y a une feuille de route déjà qui est élaborée, comme vous avez dit tantôt. Maintenant, il y aura un projet de déclaration commune et qu'on va soumettre aux partenaires techniques et financiers et au gouvernement vraiment pour un peu booster la production et la commercialisation du fonio au niveau de la région. Financés par OSIWA, les travaux sont pilotés par l'Union guinéenne des volontaires du développement et la Maison Mère. Désormais, les acteurs seront mieux organisés en vue de jouer pleinement leur rôle pour assurer une ascension durable de cette denrée qui est la plus cultivée après le riz. Nous sommes fiers de l'IGVD et ses partenaires qui nous ont formés sur les techniques de culture de fonio et aussi nous donner des outils pour accroître nos rendements sur la filière. Nous demanderons à tous les participants, à leur retour dans leur localité, de chercher à démultiplier ça. Surtout de renforcer cette filière-là, de faire la promotion de cette filière-là. Parce que cette filière a un revenu vraiment formidable en faisant des devises pour le pays et même en augmentant la vie des ménages, surtout les couches vulnérables en ce qui concerne les femmes et les jeunes. Très sollicité pendant ce qui était considéré comme période de soudure, la Guinée compte faire de la culture du fonio un des principaux moteurs de la production agricole, mais aussi de source de revenus pour les agriculteurs de la Moyenne-Guinée. Et puis, dans le cadre de l'organisation des élections législatives et du référendum du 22 mars 2020,
La Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'ensemble des acteurs politiques guinéens, le gouvernement, les acteurs du processus électoral, les acteurs de la société civile, les ambassades ainsi que les partenaires techniques et financiers que des missions de supervision se rendront dans les circonscriptions électorales pour la supervision du double scrutin et le recensement des résultats. Cette opération de supervision s'effectuera dans la période du jeudi 20 mars 2020 jusqu'à la remontée des procès-verbaux de centralisation. La CENI s'est comptée sur l'implication de tous pour la réussite de cette mission, la CENI. Le mois de la femme tire à sa fin. Ce soir, nous nous focaliserons sur les textes de loi qui protègent le genre féminin. À ce jour, de nombreux textes de loi sont révisés et adaptés aux défis de l'heure et ce conformément aux engagements internationaux de la Guinée. Le point avec Mariam Kamara et Fatima Diallo. D'après l'Assemblée nationale, les textes de loi qui régissent l'État guinéen à nos jours prennent suffisamment en compte la question du genre féminin. Durant ces dernières années, surtout lors de la 8e législature, plusieurs textes de loi des différents codes du pays ont été révisés et adaptés aux standards internationaux. Plusieurs lois ont été votées en faveur des femmes, mais spécifiquement pour les femmes, la loi sur la parité. On a lutté dans d'autres textes, c'est-à-dire des codes. Quand je parle du code civil, c'est un recueil de lois. Il y a 1635 articles dans le code civil. Et c'est dans cet ensemble que tout ce qui concernait les femmes et les enfants ont été revus, adaptés aux conventions internationales auxquelles la Guinée a souscrit, pour vraiment complètement amenuiser la discrimination au détriment des femmes. Dans le Code du travail de la fonction publique, par exemple, des articles révisés permettent l'épanouissement des 35 000 femmes fonctionnaires. Des articles sur les congés de maternité ou l'allocation familiale, qui, lui, étaient jusque-là accordés qu'aux hommes, se voient octroyés à un certain type de femmes. Le personnel célibataire féminin dans l'administration, la femme agent de l'État dont le mari n'est pas agent de l'administration. Cette fois-ci, cette loi a fait quoi? Cette loi a donné un droit d'extension de ce congé de maternité de 15 jours. Ce qui était à 3 mois est devenu 3 mois et demi, c'est-à-dire 14 semaines. Elle peut en jouir consécutivement, elle peut le faire avec son congé annuel, le congé administratif annuel. Le code de procédure pénale a lui aussi été mis à jour. Plusieurs lois y ont été ajoutées et des peines réajustées. Les MGF, l'article 258 du code pénal, qui dit que quiconque, par des méthodes traditionnelles ou modernes, pratique ou favorise les mutilations génitales féminines, tout acte de cette nature est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Là, l'article 247 dit que quiconque porte volontairement des coups à une femme enceinte ou une nourrice est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Donc si nous arrivons à appliquer effectivement ce que dit nos textes, le code, sur ces personnes auteurs de ces cas, je pense que peut-être la peur viendra. Des lois, il en existe effectivement, mais la plupart des femmes n'en font pas toujours recours. La méconnaissance ou l'ignorance de ces textes découle d'un manque de vulgarisation à la base. Dans l'actualité encore, les enseignants en situation de classe continuent à recevoir leurs primes d'incitation dans les zones d'éloignement. Après le mois de janvier, le paiement des primes pour février est en cours. Dans la région de Zérikouré, c'est la joie au sein du personnel enseignant. L'ancien Kamisoko, Mohamed Salioupaï, reportage. À 93 km de la commune urbaine de Zérikouré, la sous-préfecture de Koropara. Ici, enseignants et autorités éducatives font le rapport du deuxième paiement des primes d'incitation enseignants. Aucune anomalie n'est constatée depuis le début des opérations. Même son de cloche du côté des coulées. J'avoue que depuis mon arrivée,
tout se passe dans de meilleures conditions. Ma présence ici, c'était pour me rassurer de l'effectivité, n'est-ce pas, des activités. Nous devons remercier le chef de l'État et de sa disponibilité et de sa promptitude pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Et je crois que c'est un motif qui va ramener l'ensemble des enseignants à être régulièrement dans les salles de classe pour donner les cours, former les enfants qui constituent l'avenir de ce pays-là. À date, tous les enseignants en situation de classe ont perçu le montant qui leur est dû suite à l'accord signé entre le gouvernement et la centrale syndicale de l'éducation au mois de janvier passé. J'ai été en possession de cette prime d'incitation. Je remercie beaucoup le gouvernement, nos autorités supérieures. Vraiment, je suis très ravi de cette prime d'incitation. Et c'est une doléance. Si cette prime d'incitation, on continue à nous donner, vraiment, ça va améliorer notre niveau de vie. L'effet de ces primes d'incitation enseignants se ressent sur le terrain. Du lundi au samedi, élèves et enseignants se donnent rendez-vous en classe. Revue annuelle 2019 du système des Nations Unies. Il est question de passer au peigne fin les acquis et de définir de nouvelles stratégies pour l'année en cours. Au regard des résultats, des progrès sont enregistrés dans ce sens. Ousmane Ba, reportage. Le partenariat système des Nations Unies, gouvernement guinéen amorce un nouvel élan. C'est en substance ce qui ressort de cette revue annuelle des agences onusiennes. Un cadre propice d'échange sur les principales réalisations au cours de l'année 2019. L'exercice permet de tirer les leçons, identifier les contraintes et proposer des solutions d'améliorer des performances. De nombreux acquis ont été enregistrés en matière de renforcement des capacités des institutions, en matière aussi de chaîne de production, en matière de services sociaux de base et de promotion aussi de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Mais il reste beaucoup à faire et nous devons, dans le cadre de la décennie d'accélération pour l'atteinte des ODD, continuer à travailler avec le gouvernement et tous les autres acteurs, tous les autres partenaires pour nous aligner avec les plans nationaux de développement de la Guinée afin d'améliorer les conditions de vie et le bien-être des populations, y compris la sécurité sanitaire qui est une question de l'heure avec cette menace du Covid-19. En plus des services sociaux de base et la résilience au changement climatique, les autorités guinéennes souhaitent un appui considérable du système des Nations Unies pour le développement des énergies renouvelables et des innovations technologiques. Des questions qui seront au centre des débats à la COP26 en Écosse. En tant que Guinée, nous sommes les champions de l'énergie renouvelable. La COP26, on doit partir préparé. Quelles sont les énergies renouvelables importantes? Qu'est-ce que l'Afrique a à offrir au reste du monde? Et ça, c'est la Guinée qui préside ça pour l'Afrique. La Guinée a également le centre africain minier. Notre président s'est battu pour l'avoir. Nous l'avons, on a besoin de ces Nations Unies pour nous accompagner. En termes d'innovation, les Nations Unies, dans tous les domaines sanitaires, économiques, nous accompagnent pour que les innovations soient aujourd'hui un boost pour notre développement économique, social et humain. Des efforts dans la collaboration entre les deux parties vont baliser le chemin de l'autonomisation économique. La situation nécessite la mise en place de mécanismes favorables à la création d'emplois et à la promotion de l'entrepreneuriat. Et puis, en plus bref, la direction générale de Guilab SA informe son aimable clientèle que dans le cadre des travaux de mise à niveau des installations du réseau du câble sous-marin ACE, il est planifié du 17 au 22 mars 2020 des opérations qui entraîneront l'interruption des communications internationales, appels téléphoniques et Internet de tous les pays connectés sur ce réseau, la Mauritanie, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, y compris la Guinée. Cette interruption de service sur le réseau de câbles sous-marins ACE sera observée en République de Guinée du 21 mars 2020 à 0h au 22 mars 2020 à 9h GMT.
La direction générale de Guilab SA présente ses excuses aux opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs d'accès Internet pour les désagréments causés, signé le directeur général Saïd Omar Koulibaly. Justice, avant de refermer cette édition, avec l'ouverture cette semaine à Guékédou des audiences foraines criminelles, 6 affaires liées au meurtre, assassinat et autres cas de viol sont programmées au tribunal de première instance de Massanta. Tcherno, Younoussaba, reportage. C'est un procès tant attendu qui s'ouvre à Guékédou. Plusieurs personnes poursuivies pour des faits criminels comparaissent devant la justice. Issa Dembadouno et 7 autres de ses amis sont jugés pour assassinat. Les accusés sont entendus pour avoir donné la mort à Salomon Mansadouno pour vol présumé de moto. Au cours des débats, le tribunal va tenter de retrouver les coupables qui ont organisé la vindicte populaire qui a conduit au meurtre du jeune lycéen en 2018 à Guékédou. Les éléments du dossier prouvent que ces faits ont été commis dans des circonstances très graves, puisque c'est un jeune qui a été pourchassé par la clameur publique et enfin il a été arrêté par cette foule qui était déchaînée contre lui et il a été sauvagement battu et il a trouvé la mort. Il appartient à la loi de retenir quelqu'un qui est poursuivi pour des faits qualifiés de crime ou de délit au tribunal de le déclarer coupable. Mais la vindicte populaire, il faudrait que cela cesse. La population de Guékédou avait effectivement besoin de ce procès. Que ce procès se tienne ici pour voir comment les enfants qui se comportent de la sorte sur le plan criminel peuvent être jugés devant elle. Je veux parler de la population et quel est le sort réservé par la loi aux différents criminels. À Guékédou, l'ouverture du procès est perçue comme une réponse à la lutte contre la criminalité. Les proches de la victime demandent réparation. Je suis satisfait du fait que le procès, malgré le temps qu'il a mis, si aujourd'hui nous sommes dans la salle d'audience, je ne peux que m'en réjouir parce que, quel que soit le problème, quel que soit le temps mis, si la vérité, l'opinion publique est informée de ce qui s'est passé réellement sur le petit qui a été donc tué, c'est déjà une bonne chose. Pour ce cas de meurtre, 5 autres affaires criminelles sont sur la table du tribunal de première instance de Macenta pour examen. Déjà, le tribunal a condamné à 5 ans le jeune Julien Tolo pour le meurtre de sa compagne. À travers ces audiences foraines, la justice se rapproche des citoyens. Ailleurs dans le monde, l'internationale chanteuse franco-malienne Rokia Traoré est toujours en détention. Elle risque 5 ans de prison ferme dans une affaire d'enlèvement d'enfants que la principale accusée conteste. C'est le premier élément des nouvelles traitées sous forme de télégramme à l'image avec Ali Badara Kondi. La justice française se prononcera le 25 mars prochain sur l'extradition de la chanteuse franco-malienne Rokia Traoré en Belgique. Elle reste 5 ans de prison dans une affaire d'enlèvement d'enfants qu'elle conteste. La mobilisation pour sa libération se poursuit. En France, si le coronavirus circule sur toute l'étendue du territoire français, une région est particulièrement touchée. Le Grand Est, où l'armée a volé au secours des hôpitaux. Les patients sont transportés par cet avion sanitaire. Les malades sont désormais pris en charge par le service de santé des armées. Donald Trump, qui avait initialement minimisé la pandémie de Covid-19, se dit désormais en guerre contre la pandémie. La première puissance mondiale qui a tardé à lancer les tests au Covid-19 compte désormais plus de 7700 cas confirmés et 118 décès. Le président américain a annoncé une fermeture de la frontière avec le Canada, son deuxième partenaire économique. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.